Alors, je vais vous présenter maintenant un algorithme de résolution astrométrique. Alors, il en existe plusieurs types, on va dire, hein. En général, on a tendance à classifier les algorithmes de résolution astro en deux catégories. On fait ce qu'on appelle du blind solving, et ce dont je vais vous parler, ça va être du blind solving, c'est-à-dire de la résolution à l'aveugle, littéralement, ou on peut faire aussi du local plate solving. Alors je m'explique et je parle un petit peu de la différence de ces deux types d'algorithmes de résolution astrométrique. Alors le premier, le blind solving, eh bien vous allez injecter votre image dans le logiciel ou dans l'algorithme. C'est exactement ce qu'on vient de faire avec M101 et du coup astrométrie.net, l'outil que je vous ai montré est un outil de blind solving. Et donc on rajoute pas d'informations supplémentaires, on entre juste une image. Et en fait, l'algorithme va faire une résolution à l'aveugle de cette image. Pourquoi à l'aveugle? Eh bien, on ne sait pas quelle zone du ciel on est censé viser, on ne connaît pas la date, on ne connaît pas l'heure, on ne connaît pas le dispositif optique qui est utilisé et on ne connaît pas non plus les caractéristiques de la caméra. Bref, on ne sait rien. On est finalement en train de répondre à un algorithme qu'on appelle Lost in Space. Ça veut dire qu'on est perdu dans l'espace, on n'a aucune information et on doit pouvoir se repérer, on doit pouvoir identifier la zone du ciel dans laquelle on se situe. Donc vous l'avez vu, j'ai effectivement rien précisé quand j'ai injecté mon image dans astrométrie.net. Par contre, si on fait de l'astrométrie dans Nina, par exemple, là on fait plutôt du local plate solving, c'est-à-dire que je vais fournir un certain nombre d'informations à Nina pour faciliter sa résolution astrométrique. Quoi par exemple? Eh bien, la taille de mon capteur, il connaît sa longueur, il connaît sa largeur, la taille de mes pixels en microns, Nina connaît cette information. Nina sait aussi quelle zone du ciel est visée, puisque je lui ai demandé justement de faire un go-to avant d'effectuer une résolution. Nina connaît aussi la focale de mon télescope. Donc Nina connaît l'ensemble des informations qui vont permettre, on va dire, d'accélérer la résolution astrométrique. C'est pour ça qu'on parle d'un local plate solving. Ici, je vais plutôt m'attarder à vous montrer un petit peu comment fonctionne l'algorithme donc proposé par astrométrie.net. Alors avant ça, peut-être, je vais vous montrer l'article duquel je suis parti, qui est d'ailleurs disponible sur ce site. Voilà, il s'agit de cet article, donc l'article Blind Astrometric Calibration of Arbitrary Astronomical Images. Et donc il est fait par un certain nombre de co-auteurs, et en particulier un auteur qui s'appelle Lang, hein, qui est le premier, le premier auteur, on va dire. Et dans cet article que je vous invite à lire, hein, pour les curieux, parce qu'il est un petit peu matheux quand même, vous avez beaucoup d'informations qui sont apportées sur la manière dont fonctionne l'algorithme de blind solving d'astrométrie.net. Je repasse en fait sur nos slides. Alors, cet algorithme va faire quoi? En fait, il va chercher à extraire ce qu'on appelle les faits stylisés, c'est-à-dire les caractéristiques, les spécificités d'une image du ciel profond, enfin, des étoiles en l'occurrence, hein, c'est uniquement ça qui va l'intéresser, et rapprocher en fait ces faits stylisés des informations qui vont être contenues dans un catalogue de références. Et dès lors qu'il y aura un matching, une correspondance entre l'extraction des faits stylisés et ce que nous dit le catalogue, eh bien, on pourra déterminer exactement quelle est la zone du ciel qui est imagée. Et donc ça repose sur différentes étapes. Une première étape où on va évidemment réaliser notre image initiale, celle qu'on va injecter dans notre algorithme de résolution astrométrique. Et ça, vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai pris mon image de M101 et je l'ai uploadée tout simplement dans astrométrie.net. Une fois qu'on a fait ça, l'algorithme va commencer à regrouper les étoiles entre elles et donc va former ce qu'on appelle des quads. Ce sont en fait tout simplement des regroupements de 4 étoiles. Vous voyez, là j'ai pris une capture de l'article et on voit effectivement que de l'image initiale, on est passé à une image déjà un tout petit peu plus travaillée, retravaillée, où on va regrouper comme ça les étoiles par groupe de 4. Une fois qu'on aura regroupé ces étoiles par groupe de 4, on va associer à chacun de ces quads ce qu'on appelle un hashcode, c'est-à-dire un identifiant.
Chaque groupe de 4 étoiles sera caractérisé par son identifiant, et si deux identifiants sont égaux, ça veut dire que les deux groupes d'étoiles sont exactement les mêmes. On ne peut pas avoir deux groupes d'étoiles différents et deux identifiants identiques. Donc c'est quelque chose qui permet de discriminer finalement nos quads. Alors comment est-ce qu'il est calculé ce hashcode? Bien, de manière très simple. On va repérer dans les 4 étoiles du quad quelles sont les étoiles les plus éloignées. Ici dans notre graphe, c'est A et B. On va prendre l'une des deux étoiles, à titre d'exemple ici A, comme origine d'un repère local, et on va prendre B, dont les coordonnées vont être fixées à 1 en abscisse et 1 en ordonnée. Et de là, en fait, on va déduire les coordonnées de C, abscisse XC, ordonnée YC, et les coordonnées de D, abscisse XD, ordonnée YD. Ce qui fait que ce quad va être traduit finalement en un quadruplé, où on aura mis à la suite les unes des autres les coordonnées en fait de notre point C et de notre point D. Et donc c'est ce quadruplé qui va jouer le rôle d'identifiant, qui va jouer le rôle de hashcode, et qui va permettre de caractériser exactement en fait chacun des quads. Et en fait ce hashcode il a bon goût d'être invariant par certaines transformations. Si vous faites une translation, c'est-à-dire que vous déplacez votre image dans la direction souhaitée, eh bien le hashcode ne va pas bouger, parce que comme vous avez un repère local, eh bien les abscisses et ordonnées des points qui sont à l'intérieur ne vont pas bouger. Première des choses. Ensuite, si vous faites une rotation, même chose en fait, les abscisses des points C et D ne vont pas bouger. Si vous faites une homothétie, c'est-à-dire vous dilatez les distances ou vous les rétractez, même chose en fait, votre hashcode ne bougera pas. On dit mathématiquement qu'il est invariant par similitude. Et ça, c'est vraiment très fort, parce que selon que vous preniez finalement votre photographie avec une grande focale, une petite focale, eh bien votre quad va être plus ou moins grossi, dilaté ou rétracté. Et pour autant, en fait, pour chacun de ces dispositifs optiques, le quad aura exactement le même hashcode. Et c'est ce qui permet en étape suivante eh bien, de rapprocher les hashcodes calculés sur les différents quads de l'image des hashcodes qui sont recensés dans un catalogue complet, hyper riche, avec énormément d'étoiles contenues et surtout préprocessées, c'est-à-dire que ce catalogue il aura été constitué une bonne fois pour toutes et il n'a pas à être recalculé tous les 4 matins, à la différence évidemment des hashcodes de l'image qui sont recalculés à chaque fois qu'on fait tourner l'algorithme de résolution astrométrique. Et donc on va du coup chercher à rapprocher les hashcodes de l'image avec les hashcodes de ce catalogue, et on dira ce sont les mêmes ou ils sont différents à l'aide tout simplement d'un test statistique. C'est lui qui permettra de trancher et de conclure. Si bien qu'à la fin, on va arriver finalement à l'identification de la zone du ciel visée, et on va obtenir toutes les informations géométriques utiles sur l'image qu'on a réalisée, c'est-à-dire exactement dans quel coin du ciel, à quel point du ciel se situe le centre du capteur, caractérisé par son ascension droite et sa déclinaison. On va également déterminer quel est l'angle de rotation de notre caméra. On va également déterminer quel est le champ qui est couvert par l'image, et de ça vous pouvez déduire plein de choses, la focale effective de votre dispositif, etc. etc. L'échantillonnage également de votre dispositif. Donc on a vraiment là un algorithme qui est d'une puissance redoutable. Bon, et je finis ce tuto consacré au GoTo versus astrométrie, et on l'aura compris, une large partie à tout ce qui est algorithme de résolution astrométrique. Donc je conclus ce tuto en donnant une dernière application de l'astrométrie qui est vraiment aussi extrêmement intéressante et passionnante, qui est tout ce qui est annotation d'images astronomiques. Là je donne un exemple avec M27, la nébuleuse de l'Altair. Donc qui est une photo là tout simplement empilée, on voit qu'elle n'est pas du tout traitée, j'ai encore du gradient, évidemment plein de défauts et tout un traitement à processer. Là ce qui m'intéresse c'est qu'une fois que j'ai pris cette photo, ce que je vais faire c'est que je vais demander à PixInsight, j'ai ouvert donc cette photo sous le logiciel de traitement PixInsight, je vais lui demander en fait de venir effectuer une résolution astrométrique. Et donc pour ce faire je vais aller dans Script, et dans Image Analysis, je vais lui demander de faire Image Solver. Donc il va me
il va tout simplement me résoudre l'image. Hein. Alors il aura besoin d'informations complémentaires, c'est pas du plane solving qu'il va faire, il va me demander la taille de mon pixel, il va me demander également la focale de mon dispositif, le soir où j'ai imagé, l'heure et puis la cible qui était visée, donc je vais quand même lui faciliter la tâche. Et il va venir effectuer une résolution astrométrique, ce qui va lui permettre en fait tout simplement de convertir ce fichier en un fichier, ici avec une extension WCS, qui signifie que voilà, une résolution astrométrique a été faite et tous les objets sont reconnus, on sait exactement à quel emplacement ils sont. Et une fois que ça a été fait, eh bien, je vais tout simplement demander donc à PixInsight de venir en fait annoter l'image. Donc pour ce faire, je vais dans donc le script, dans le module render et ensuite dans annotate image. Et là, en fait, il va me créer tout simplement une image annotée dans laquelle je vais juste fermer celle-ci, enfin plutôt je vais la clac, mettre là. Et donc je vais grossir un petit peu celle-là. Et donc là, je vais retrouver effectivement donc ma fameuse nébuleuse de Dumble M27 hein, que j'ai ici, elle aura été identifiée et je vais avoir un certain nombre d'objets comme ça intermédiaires qui seront repérés par PixInsight et qui seront annotés et sur également cette image je vais avoir tout ce qui est lignes d'ascension droite et lignes, voilà mes lignes d'ascension droite sont ici, hein, elles sont exprimées en coordonnées horaires et mes lignes de déclinaison vont être placées donc ici, hein, donc exprimer L en degrés, ici, puis si je baisse, ici aussi 22 degrés, etc. Donc les lignes d'ascension droite et les lignes ici de déclinaison. Voilà aussi, ça fait partie des applications possibles en fait de la résolution astrométrique, c'est quelque chose d'assez puissant et qui nous permet voilà, d'identifier un certain nombre d'objets célestes ou de curiosités célestes en fait au sein de nos images. Voilà, ce tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que toutes ces descriptions sur les algorithmes donc de résolution astrométrique vous auront plu, vous auront intéressé. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Laissez aussi un commentaire, j'y réponds vraiment systématiquement, puis ça me permet aussi de voir comment vous recevez les contenus, ce qui est très important, et ce qui me permet aussi d'orienter donc les futurs tutos comme vous le souhaitez, comme ça vous plaît. D'ici là, je vous souhaite un excellent ciel et je vous dis à très bientôt. Salut!